Il est 15 heures. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette édition de ce lundi 17 octobre. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Lancement de la Semaine nationale de l'environnement ce matin au Palais du Peuple, présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Et dans l'actualité internationale au Rwanda, Youth Connect, des financements pour les jeunes qui sollicitent. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de sa 110e réunion tenue ce 5 octobre, a reçu une communication sur l'attaque menée par les Chebab contre le camp de la base militaire somalienne de Lamageye dans la ville de Baladouine le 3 octobre dernier, qui a fait de nombreuses victimes, y compris la mort des soldats de l'ATMIS somalien. Eh bien, dans ce communiqué, le Conseil a fermement condamné cette attaque odieuse et lâche perpétrée par le groupe terroriste Al-Shabaab et a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Djibouti, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République fédérale de la Somalie, en particulier aux familles immédiates des personnes décédées, et a souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés au cours de cette attaque. Le Conseil a pris note des remarques liminaires de son Excellence l'ambassadeur Bonkoli Adeyo, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, de la déclaration de l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé, représentant permanent de la République du Djibouti auprès de l'Union africaine, et de la communication de Mme Fiona Lortan, représentante spéciale de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef par intérim de l'ATMIS. Eh bien, le Conseil a réaffirmé cet engagement indéfectible de l'Union africaine à continuer de travailler avec le gouvernement fédéral de Somalie pour vaincre le groupe terroriste Al-Shabaab et restaurer une paix, une sécurité et une stabilité durable en Somalie et dans l'ensemble de la région. En particulier, le Conseil a exprimé son soutien aux opérations offensives en cours dans les régions de Hiran et de Galmudug, qui ont permis aux forces de sécurité somaliennes de réaliser des gains importants contre Al-Shabaab, et a appelé tous les partenaires internationaux à apporter tous les soutiens nécessaires à ces efforts. Le Conseil a rappelé les décisions antérieures de l'Union africaine sur la situation en Somalie et les activités de l'ATMIS, notamment le communiqué adopté par le Conseil lors de sa 1094e réunion tenue au niveau ministériel le Malais 2022. Le Conseil a rendu un hommage à tous les pays contributeurs des troupes et de police à l'ATMIS, les a félicités pour leur encouragement et les a encouragés de persévérer jusqu'à l'élimination totale d'Al-Shabaab. Le Conseil a également réaffirmé qu'il importe de préserver les acquis enregistrés jusqu'à présent en Somalie, ainsi que la dynamique actuelle de la lutte contre les Shabaab, en renforçant continuellement les capacités de l'ATMIS, notamment en mettant à la disposition de cette mission toutes les ressources humaines, matérielles, techniques et financières nécessaires, y compris les catalyseurs et les multiplicateurs de force. Le Conseil a demandé à la Commission de l'Union africaine de soumettre un rapport détaillé sur la situation en Somalie et les opérations de l'ATMIS dès que possible. Le Conseil est convenu de rester activement saisi de la question. Autre communiqué, cette fois-ci de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, qui condamne l'attaque barbare et lâche perpétrée le 7 octobre dernier contre les régiments du Tajora de l'armée djiboutienne à Tajora, notamment dans la localité de Garaptissan. Elle transmet ses plus profondes sympathies et condoléances aux familles des victimes, des blessés et des disparus, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République du Djibouti. Le gouvernement de l'Éthiopie est solidaire du gouvernement du peuple de la République du Djibouti en ce moment difficile et se déclare tout à fait à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien pour lutter contre le fléau du terrorisme dans la région. Pour sa part, les Nations Unies condamnent fermement cette attaque également terroriste contre les forces armées djiboutiennes qui a eu lieu à Garaptissan le 7 octobre dernier et adressent leurs sincères condoléances aux autorités djiboutiennes ainsi qu'aux familles et proches des victimes. Par ailleurs, ce même communiqué des Nations Unies indique qu'ils rejettent catégoriquement toute forme de violence et de terrorisme et réaffirment leur engagement et auprès du gouvernement
gouvernement djiboutien a œuvré à leur côté pour le développement durable dans la paix, la sécurité et la stabilité. Et voilà qui nous ramène de parler de cette déclaration faite ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat suite à l'adoption et la promulgation du projet de loi qualifiant les fruits armés d'organisations terroristes. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat s'est exprimé en ces termes. Je vous propose de le suivre. La semaine dernière, jeudi dernier, nous avons adopté à l'Assemblée nationale un projet de loi qualifiant les fruits armés des organisations terroristes. Pourquoi nous l'avons fait? Tout le monde va penser à ce que les derniers accrochages qu'il y a eu entre les militaires et les terroristes. Mais ce n'est pas ça. Je vais vous relater un peu l'histoire. L'histoire de ces terroristes. La première, c'est qu'ils ont fait du mal à la population afar du Nord, que ce soit de Tachura, que ce soit de Boko. Des jeunes entre 13 et 16 ans qui s'occupaient de leur bétail ont été raflés, ligotés, tabassés. On les a amenés jusqu'en Érythrée. Pendant 10 ans, ils étaient en Érythrée. Après, au moment des accrochages, qu'il y a un accrochage, si les militaires les voient ou bien c'est un accrochage, ils les mettent devant. C'est ce qui s'est passé au Mabla. Comment vous qualifiez ces gens-là, ceux qui s'attaquent à des jeunes nomades, si ce n'est pas des terroristes? Quand on faisait un programme de forage sur le nord du pays, la machine qui appartient à une société privée, dans la nuit, sont venus et ils ont été attaqués par ces gens-là. Non seulement attaqués, mais ils ont balancé des grenades incendiaires dans leur chaumière, dans leur endroit où ils mangeaient, ils dormaient. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Envoyer 2 machines, 2 foreuses à Soublali dans la région de Bok pour renforcer l'alimentation de l'agglomération de Bok. Ces personnes sont venues toujours dans la nuit pour mettre le feu à une foreuse et il y a un camion qui portait du matériel, qui transportait du matériel. Comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Il y a aussi les écoles. Ils s'attaquent à ces écoles pour ramasser les provisions des enfants qui sont à l'école et qui viennent de loin. Comment peut-on qualifier ces gens-là s'ils ne sont pas des terroristes? Ensuite, ça a été le tour des véhicules privés. Des gens qui gagnent leur pain avec leurs véhicules. Ces véhicules ont été arrêtés. Parce que dans la nuit, ils te mettent des cailloux et ils mettent derrière vous, derrière les mercenaires sont derrière vous. Là. Dès que tu veux revenir, c'est eux qui tirent sur vous. Certains se sont arrêtés. Ils se font quoi? Ils se font dépouiller de tout ce qu'ils ont. Ils avaient l'intention de tuer. Tuer qui? Des civils. Alors, comment peut-on qualifier ces gens-là si ce ne sont pas des terroristes? Les gens croient que nous avons pris cette loi parce qu'il y a eu accrochage entre les militaires et ces terroristes à Garabtsan. Mais ce n'est pas la raison principale qui nous a amenés. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit maintenant, nous avons pensé à un moment donné de trouver un moyen de concerter, de parler avec ces gens-là, de trouver une solution pour la paix. Si on devrait prendre ces mesures dès le début pour les taxer des terroristes, mais nous avons laissé la porte ouverte. Nous allons prendre les mesures
appropriée pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Nous ne sommes pas, nous sommes ici un pays où nous avons des populations cosmopolites. Vouloir dire qu'on défend telle ethnie ou telle ethnie, ce n'est pas ça la question. Nous devons défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et l'armée est là pour ça. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que, effectivement, il y ait la paix en zone rurale comme en zone urbaine. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a lancé aujourd'hui la journée de l'environnement. C'était au Palais du Peuple. On prépare à cette journée les membres du gouvernement, les parlementaires, les ambassadeurs, les représentants du système des Nations Unies, la société civile, les collectivités locales et le secteur privé. Dans une allocution faite à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a notamment rappelé que l'environnement constitue pour tous les êtres vivants une source vitale qui fournit de la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, ainsi que les médicaments que nous utilisons pour les soins. Le Premier ministre Abdelkader a aussi rappelé que c'est de l'environnement que l'homme tire sa subsistance et l'ensemble des ressources nécessaires à son développement économique et social. L'objectif de cette Semaine nationale de l'environnement et de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de la protection de l'environnement durant une semaine. Le ministère de l'Environnement va organiser en étroite collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, plusieurs activités de sensibilisation dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur. Au cours des années précédentes, les Nations Unies à Djibouti ont, à travers leur agence spécialisée, mis en place des programmes d'appui multidimensionnels pour accompagner les gouvernements djiboutiens dans un certain nombre de domaines, notamment à la protection de l'environnement, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, de la biodiversité, de la lutte contre la désertification, de la dégradation et de l'érosion des sols. Ces actions ont pu donner des résultats plus qu'appréciables qui, bien entendu, nécessitent un renforcement et une consolidation. Le PNUD soutient en étroite collaboration avec votre ministère des initiatives de protection de la biodiversité et de lutte contre les effets négatifs du changement climatique sur les populations à travers le financement du Fonds pour l'environnement mondial. Le ministère de l'Environnement s'est également exprimé. Voici ses propos. Ce sera l'occasion pour l'ensemble des acteurs de l'environnement à Djibouti de prendre part à l'action nationale de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. La Semaine nationale de l'environnement que nous débutons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie internationale, notamment dans la contribution de Djibouti à la COP 27, qui se tiendra prochainement à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Djibouti est confronté à divers problèmes environnementaux, dont les stress hydriques et la désertification, susceptibles d'être aggravés par les changements climatiques. Sur le plan de l'adaptation, les problèmes majeurs résident dans la gestion des ressources en eau, qui sont menacées par des pressions anthropiques fortes résultant de la croissance démographique et de l'urbanisation. La modification du régime des pluies combinée à l'élévation du niveau de la mer aggrave le processus de salinisation de la nappe aquifère et la dégradation de la qualité de l'eau. Ces phénomènes contribuent à rendre l'approvisionnement en eau difficile pour la consommation humaine, mais aussi pour l'agriculture et les besoins écologiques. La grande majorité de la population rurale est très vulnérable aux aléas climatiques, car elle vit dans des zones désertiques ou peu fertiles.
souvent caractérisés par des sols très exposés à l'érosion et à l'accès limité à l'eau. Dans les zones côtières, nos villes sont menacées par des inondations de plus en plus fréquentes. En dépit de son climat aride, notre pays abrite une riche biodiversité qui permet d'attirer des touristes nationaux et internationaux. Comme vous le savez, la protection de l'environnement et la promotion du tourisme sont étroitement liées. La conservation des écosystèmes exceptionnels et des espèces rares contribue indéniablement à la promotion du tourisme respectueux de l'environnement. À l'inverse, les revenus engendrés par le tourisme permettent de financer des actions de protection de l'environnement. De plus, notre pays est situé sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde et possède plusieurs ports. Par conséquent, nous sommes exposés à la pollution marine causée par des hydrocarbures et notre pays, à lui seul, n'a pas la capacité de faire face à une pollution marine. Par ailleurs, Djibouti est affecté par les problématiques de déchets plastiques. Partout, nos villes et nos régions sont envahies par des plastiques qui se retrouvent dans nos rues, sur les arbres, sur les plages et en milieu. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est également exprimé. Voici ses propos. De lancement, mesdames et messieurs, de la Semaine nationale de l'environnement est un moment privilégié et je me réjouis de partager avec beaucoup d'espoir et avec vous tous. L'instauration de cette Semaine nationale de l'environnement témoigne, comme chacun peut le comprendre, de l'importance que revêt la protection et la préservation de l'environnement au sein de la politique publique du gouvernement. Nul ne doute que le capital environnement constitue un levier majeur pour le développement durable de notre pays, car il est vital à l'humanité, à tous les êtres vivants sur cette planète Terre. Mesdames et messieurs, l'environnement constitue pour tous les êtres vivants, une source fondamentale qui fournit la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, les médicaments que nous utilisons pour les soins. C'est également de l'environnement que l'homme y tire sa substance et l'ensemble des ressources nécessaires à son développement économique et social. L'environnement va mal et tout ce que le monde compte de bonne volonté se retrouve aujourd'hui à son chevet, afin de chercher les voies et les moyens d'inverser la tendance qui s'est enclenchée il y a des décennies et dont l'homme, avec un grand H, est en grande partie responsable. Beaucoup a été dit, peu d'avancées enregistrées. Et si nous ne réagissons pas de concert demain, ça sera trop tard. Au nom des dégradations observables de l'environnement, il y a les pollutions, la hausse de la température, d'une part, la sécheresse et son opposé, l'intensification des précipitations, la multiplication des intempéries qui sont dues à des multiples facteurs, le plus important étant la forte croissance de la population, l'augmentation des activités industrielles sur la consommation. Dans ces contextes planétaires, la République de Djibouti se retrouve parmi les plus exposés en raison notamment de sa situation géographique dans la zone intertropicale aride. Notre pays, bien d'autres, est vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer. Ces risques se traduisent par la menace de la rareté des ressources en eau, l'érosion du sol et les dégâts sur les infrastructures. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, avec le directeur général de l'Agence française de développement,
Monsieur Rémi Rioux, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawalé, donc, était en compagnie du directeur de l'Agence de développement française. Des discussions entre les deux hommes ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération stratégique entre Djibouti et l'AFD, qui s'est multipliée par 4 depuis la visite du président français Emmanuel Macron à Djibouti. Les deux parties se sont réjouis de l'excellence des relations entre la France et Djibouti. Dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Dawalé, a participé au conclave ministériel sur le capital humain en présence du président du groupe de la Banque mondiale, M. Malpass. Il a été question de la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires qui frappe de plein fouet les populations pauvres, avant même la survenue de la pandémie de la sous-alimentation chronique qui aiguë progressait dans le monde sous l'effet notamment des conflits, de la conjoncture socio-économique et des dérèglements du climat. Le ministre a, dans son intervention, insisté sur le fait que les perturbations causées par la guerre en Ukraine sont venues amplifier les tensions sur les prix qui devraient rester élevés dans les mois à venir, avec le risque de faire basculer des millions de personnes supplémentaires dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë et d'avoir des graves répercussions sur le capital humain. Il est à rappeler que notre pays avait mis en place des mesures de protection sociale ciblées pour permettre d'amortir le choc des augmentations des prix de l'alimentation et d'autres produits sur les ménages pauvres. Face à la montée des risques économiques, climatiques et de conflits, il a été convenu de renforcer le rôle pour les gouvernements, les entreprises privées et les partenaires dans la mise en place des systèmes alimentaires plus durables et nutritifs. Un événement qui a permis de dresser le bilan du conclave ministériel sur le capital humain à huis clos pour mettre l'accent sur les moyens dont disposent les pays pour investir dans la protection sociale. Un retour à Djibouti, où le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, s'est rendu hier matin dans la localité de Hol-Hol, région d'Ali Sabié, pour une visite de travail accueillie par le préfet de la région de Aska, Moussa Aden Migani, en présence du président du conseil régional, Charmark Hassan Al-Ali, et le colonel de l'école militaire de Hol-Hol, le colonel Mohamed Jama Qayad, le commandant de la police des détachements de la région d'Ali Sabié, le commandant Mahdi Omar Jama, la coordinatrice du terrain de l'ONARS, Mme Leila Ali. En premier lieu, le ministre et la délégation se sont rendus au camp des réfugiés de Hol-Hol, où ils étaient accueillis par la population réfugiée dans cette zone. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec la communauté réfugiée en présence des représentants d'organisations onusiennes et ceux de l'ONARS. Les échanges plutôt francs et à bâton rompu ont permis de faire un tour d'horizon des attentes et des préoccupations des réfugiés. Puis les réfugiés ont soulevé beaucoup de contraintes, surtout les difficultés d'assainissement qui menacent l'hygiène et la santé des populations réfugiées à Hol-Hol. Par la suite, le ministre de l'Intérieur s'est rendu au village de Hol-Hol. La mission conduite par le ministre a reçu un accueil chaleureux de la part de la population Bénin-Djog venue massivement devant la sous-préfecture de Hol-Hol. L'information la plus importante dans cette édition de 15h, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en présence de son ministre qui a lancé ce matin la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence, une grande première pour la République de Djibouti. En amont du séminaire d'information et d'orientation au profit des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles marquant cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a tenu à rencontrer les parents des étudiants du lycée d'excellence en vue de les informer des dispositifs mis en place par ces équipes et les moyens mis en œuvre avec l'appui du chef de l'État Ismaël Margueli, dans la suite logique de cette noble ambition pour ces brillants étudiants. Le MENFOB s'est engagé dans un partenariat avec le rectorat de l'université de Poitiers et son lycée Camille Guérin à travers une convention de partenariat avec le ministère français de l'Éducation
pour l'ouverture des classes préparatoires scientifiques et littéraires au sein des lycées d'excellence. Le ministre a pris la parole, il a rappelé que l'école d'excellence était un projet qui tenait particulièrement à cœur au chef de l'État, qui a donné des instructions au MENFOP pour tout mettre en œuvre pour son succès. Depuis lors, mon département n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir aux résultats. Voici ses propos. Je voulais remercier vraiment la présence des parents, le soutien des parents à ce projet de l'école d'excellence. Les 37 élèves de la première promotion ont tous obtenu leur baccalauréat, mais avec mention très bien, mention bien. Et ils ont âgé de 13 à 15 ans. C'est vraiment historique. Vos enfants sont rentrés dans l'histoire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Jamais ça a été entrepris un projet d'une telle importance. Donc le doute, c'est normal, il existe. Mais encore, malgré ce doute, on n'a pas douté un seul moment. Et je pense que c'est le cas, c'est le sentiment de tous ceux qui se sont occupés de ce projet. Il y a un défi encore de 2 ans de réussir cette école prépa. Et donc nous allons rester dans la même ambiance, dans le même comportement, dans la même détermination pour vraiment faire réussir également ces 2 années de prépa. Et nous allons, nous tous, inspecteurs, parents d'élèves, responsables de l'école, les hauts cadres des ministères, nous allons tous réussir. C'est aussi bien pour vous, en tant que parents d'élèves, pour l'avenir de vos enfants, mais également pour le pays. C'est vraiment un projet d'envergure nationale. Eh bien, les bachelières et bacheliers de l'école d'excellence ont fait ce matin cette rentrée dans les filières scientifiques et littéraires des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des hauts responsables de son département, s'est rendu sur le site pour lancer cette rentrée emblématique. Il était donc accueilli au lycée d'excellence par les étudiants des premières classes préparatoires aux grandes écoles de la République de Djibouti et ce en présence des représentants des parents qui ont entonné avec lui l'hymne national. Ce fut donc un moment à forte charge émotionnelle. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions et pour avoir des amples explications, nous avons avec nous sur ce plateau pour cette rentrée des classes M. Mohamed Abdi Guedi, conseiller technique du ministre. Monsieur, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Première question avant de procéder au lancement officiel de cette rentrée de l'école préparatoire. Le ministre a rencontré les parents des étudiants. Quels étaient donc les objectifs de cette réunion? Merci, Monsieur Ali. D'abord, je voudrais remercier la radio-télévision de Djibouti pour nous avoir donné cette opportunité pour pouvoir expliquer les tenants et aboutissants de ces grands projets initiés par le président de la République et portés par le ministère de l'Éducation nationale, un projet qui certainement va faire date dans les annales de l'histoire de notre République et de l'éducation nationale. En effet, avant de procéder à la rentrée officielle des écoles préparatoires aux grandes écoles, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le ministre a tenu de rencontrer les parents d'élèves. Oui. Pourquoi les parents d'élèves? Parce que pour ces parents se posaient beaucoup d'interrogations. Donc l'objectif premier de cette rencontre avec les parents était de dissiper leurs doutes et de répondre aux interrogations de ces parents d'élèves. Ce sont des parents qui ont des enfants qui ont réussi leur bac à l'âge de 13 ans, de 15 ans, à bas âge, oui, qui ne pouvaient pas partir à l'étranger. Donc, ils s'inquiétaient comment ces élèves vont poursuivre leur scolarité
Notamment le cursus universitaire. Notamment le cursus universitaire. Oui. Et toutes les interrogations des parents ont trouvé des réponses de la part du ministre de l'Éducation nationale. Ce matin, le ministre a lancé officiellement la rentrée des écoles, la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles. Eh bien, ces étudiants aujourd'hui qui sont rentrés dans ces écoles préparatoires sont en nombre de combien et quels sont les formats des cours qu'ils vont poursuivre pour être plus clair? Quelles sont les filières qui seront donc mises à leur disposition? Les filières que l'école préparatoire va proposer, si c'est quoi? Très bien. Merci Ali. Avant de répondre à votre question, d'abord, je voudrais dire que les cadres du ministère de l'Éducation nationale ont travaillé d'arrache-pied tout l'été pour que la rentrée de ces classes préparatoires aux grandes écoles se déroule dans les meilleures conditions. Et en effet, c'est pendant l'été qu'un partenariat a été tissé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère français de l'Éducation nationale et l'Académie de Poitiers, notamment lycée Camille Guérin. Donc, c'est dans ce cadre-là que les 37 élèves qui vont suivre les classes préparatoires sont inscrits au lycée Camille Guérin de l'Académie de Poitiers. Ces 37 élèves seront répartis de la manière suivante. 10 élèves vont suivre la filière littéraire et les 27 autres vont suivre deux filières scientifiques, à savoir maths, physique et ingénierie, et l'autre groupe va suivre maths, physique et technologie. Donc maintenant, comment vont se dérouler les cours? Les cours vont se dérouler selon un format hybride. Alors, que veut dire format hybride? Nous aurons des professeurs locaux qui seront recrutés incessamment sous peu avec l'appui des professeurs de l'Académie de Poitiers. Ce sont des professeurs qui seront sélectionnés selon leurs compétences et la sélection sera faite avec l'appui de l'Académie de Poitiers. Donc, ces professeurs-là, une fois qu'ils seront recrutés, vont assurer les cours ici à Djibouti. Donc, il faut souligner également, ces élèves vont rester à Djibouti, sur place, au sein de leur famille, et suivront le même programme, le même volume horaire que les étudiants qui se trouvent là-bas à Poitiers. À Poitiers. Oui. Ensuite, il y aura des professeurs de Poitiers qui vont venir ici durant 2 semaines, bloqués, et ces professeurs-là vont donner des cours ici à Djibouti, sur place, à l'école d'excellence. Mais il y aura également les étudiants vont partir à Poitiers pour voir comment se passe, dans quel cadre sont leurs camarades qui sont là-bas. Les Donc, universités. ils vont faire une immersion dans l'académie de Poitiers pour observer, regarder, poser des questions, se familiariser avec le cadre. Et ils vont revenir ici à Djibouti pour pouvoir suivre leur cursus. Voilà en fait le format sur lequel vont se dérouler les cours. En tout cas, le ministère de l'Éducation nationale est très confiant pour 2 raisons. Ces élèves-là ont 2 qualités essentielles pour pouvoir suivre l'école prépa. Un, ce sont des enfants qui ont un potentiel intellectuel très élevé, et ce sont des enfants qui ont une curiosité intellectuelle. Donc, ce sont les 2 conditions qui nous réconfortent en tant que ministère de l'Éducation nationale. Et j'espère que non seulement ces élèves-là vont participer au grand concours pour pouvoir accéder aux écoles polytechniques du monde entier, non seulement ils vont concourir, mais ils vont se classer parmi les premiers, vu
leurs compétences et le rythme avec lequel nous les avons entraînés pour réussir ce baccalauréat. Avant de terminer, je voudrais dire que Djibouti a fait un grand pas ces derniers temps parce que le Sénégal, c'est un pays qui a beaucoup d'universités et qui est très en avance par rapport à nous dans le domaine universitaire. Justement. Et au même titre que les Sénégalais, Djibouti est en train d'installer petit à petit les écoles préparatoires. C'est cette année que le Sénégal met en place les écoles préparatoires pour pouvoir accéder aux grandes écoles polytechniques au même titre que nous. Donc, c'est un pari réussi. C'est un pari réussi. Nous sommes très confiants et nous demandons aux parents d'élèves et, à la population djiboutienne de nous soutenir et de soutenir surtout ces enfants-là qui constituent l'avenir de notre pays. Et ce sont ces enfants-là qui vont tirer vers le haut le développement socio-économique que notre pays aspire. Et nous leur souhaitons bonne chance. Merci Mohamed Abdi-Gueidi pour toutes ces explications. L'actualité de ce 15h, c'est aussi donc cette rencontre entre la ministre de l'économie numérique et la secrétaire générale de DCO. La ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a reçu hier Mme Dena Yahya, secrétaire générale de l'Organisation de coopération numérique, à la tête d'une importante délégation. Effectuant sa première visite à Djibouti, la secrétaire générale de cette organisation a exprimé ses remerciements à la ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à elle et à sa délégation. Elle a précisé que leur visite revêt un intérêt capital pour mieux comprendre les avancées numériques et l'écosystème entrepreneurial de la République de Djibouti. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au Rwanda, Youth Connect, des financements pour les jeunes sollicités. Cette 5e édition du sommet Youth Connect s'est achevée à Kigali, au Rwanda, après 3 jours de conférences, d'ateliers et de séances de mise en réseau. Quelques 9000 jeunes innovateurs et dirigeants du monde entier ont participé à l'événement pour discuter des différents moyens de promouvoir la croissance et l'avancement de la jeunesse du continent africain. Ce sommet de cette année s'est déroulé sous le thème « Accélérer les investissements dans la jeunesse, jeunesse résiliente, Afrique résiliente ». Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.